Alors c'est intéressant que le moment où on s'interroge, en tout cas où nous on s'est interrogé toute la journée sur ce que le numérique faisait au monde des atomes, aux objets industriels, etc., c'est quand même aussi le moment où on s'interroge, et on a vu déjà des croisements sur la manière dont le cerveau fonctionne, sur le corps, sur l'apprentissage, et donc évidemment sur l'éducation. Et aujourd'hui, sur l'éducation, on en parle tout le temps, il se passe des choses tout le temps. C'est un des sujets, le croisement numérique-éducation a toujours été un peu chaud, mais il a eu des moments un peu tièdes. Là, on peut dire qu'il est bouillant. Il y a évidemment le plan numérique à l'école, puis plus récemment son équivalent à l'université, ça en France, mais dans le monde entier, il y a des plans du même type ou des actions du même type. Il y a l'explosion des MOOC, dont on reparlera, donc des cours massivement distribués. Il y a la discussion et l'action en France et dans beaucoup d'autres pays sur l'éducation au numérique. Des jeunes générations, voire de tous les étudiants. Faut-il leur apprendre à programmer? Faut-il leur apprendre d'autres choses? Si oui, comment? Il se trouve qu'à Marseille, une grande école de commerce, qui n'est pas que marseillaise d'ailleurs, est en train d'engager sa révolution tout court, et en particulier sa révolution numérique. Il s'agit de Kedge Business School. On a voulu donc en parler avec elle, et puis avec un certain nombre d'acteurs de ce domaine-là. Josiane Guin, donc d'IBM, qui est en charge des relations avec les universités. Frédéric Bardot, qui est un serial entrepreneur social, et en particulier l'un des cofondateurs d'une initiative passionnante qui s'appelle Simplon.co. Et enfin, Pierre-Guy Ourquet, qui est le directeur de l'innovation et d'un certain nombre d'autres choses, mais en particulier ici de l'innovation, du groupe Kedge. Et donc, sans plus attendre, Josiane Guin pour une introduction à ces thèmes-là. On va parler aujourd'hui du numérique donc dans l'éducation. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'ailleurs d'intervenir. Avant toute chose, je voudrais vous présenter un petit peu les relations universitaires au sein d'IBM, donc je dirige. Les relations universitaires sont, et c'est très important, rattachées à la recherche et à l'innovation au niveau mondial. On a une couverture assez large en termes d'activité. C'est-à-dire qu'on intervient bien sûr classiquement sur le recrutement avec notamment de nombreux apprentis et stagiaires, 4% du taux de pourcentage de nos salariés constitués d'apprentis et de stagiaires. On fait beaucoup de projets de recherche, donc on développe avec les académiques et les universitaires. On est également présent sur le secteur de l'entrepreneuriat. On a à disposition du corps enseignant un catalogue de logiciels, donc de plus de 1000 logiciels qui a des fins pédagogiques, donc qui est accessible bien évidemment online. Et puis tout ça donc s'inscrit également dans une présence au sein des établissements via un réseau d'IBMers qui interviennent sur différents sujets, et notamment tous les sujets qui ont trait aux nouvelles technologies, que ce soit le cloud, le business analytics, smarter city, etc. Donc voilà, un champ d'intervention assez large, un partenariat très fort avec les universités et les écoles dans le monde entier. On a peu ou prou donc des liens avec plus de 5000 universités et grandes écoles dans le monde. Il faut dire aussi qu'on est implanté dans 150 pays, donc ce qui aide un petit peu à atteindre ce nombre-là. Donc voilà un petit peu IBM, et je vais passer rapidement et je serai après bien évidemment à votre disposition pour répondre à certaines de vos questions. Là, je vous ai mis des établissements d'enseignement supérieur américains, mais on est également très présent en France, très présent à Marseille et à Bordeaux également. Voilà. Alors, juste un petit rappel, vous allez dire, mais elle ne nous apprend rien, pourquoi l'a-t-on fait venir aujourd'hui? On est bien évidemment aujourd'hui plus que jamais et bien moins que demain dans un monde qui est instrumenté, interconnecté et intelligent. Instrumenté puisqu'on a accès via tous les devices possibles et inimaginables donc à une communication très large sur Internet.
interconnecté, donc puisqu'on peut finalement être en connexion avec le monde entier, et intelligent parce que les nouvelles technologies vous permettent d'avoir une approche extrêmement fine, et on verra tout à l'heure à quel point cette approche peut être utile dans le monde de l'éducation. Ce monde-là, ça encore, vous le savez, est un monde qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Si on prend un exemple qui est un exemple finalement des industries de contenu, telles que les industries du disque, les industries du livre, les industries de la vidéo, elles sont en pleine transformation. Vous vous souvenez certainement qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière, on avait les majors de la production de musique qui ne croyaient pas à Internet, qui refusaient finalement une mise en ligne sur Internet. Vous constatez aujourd'hui donc quel est l'état des lieux, et ça ne fera que progresser. Concernant le cinéma, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé une excellente série qui est House of Cards, qui a été intégralement produite par un opérateur pour être mise directement sur Internet. Alors en France, ça passe par Canal+, mais aux États-Unis, ça a été diffusé intégralement sur Internet. Et ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort dans le business model pour des entreprises de contenu qui doivent revoir complètement leur business model. Alors, quel lien avec l'éducation? Ben justement, l'éducation, c'est un peu aussi du contenu. Pas que, mais c'est quand même un peu. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'éducation? D'ici à 2020, l'UNESCO prévoit qu'il y aura 100 millions d'étudiants dans le monde. Pour votre information, rien qu'en Chine, au jour d'aujourd'hui, il y a 63 millions donc, de Chinois qui possèdent un master. Ce chiffre est évidemment exponentiel. Les universités, le monde de l'enseignement supérieur, si vous permettez, je prendrai le terme générique d'université, grande école étant une spécificité quand même assez française, je vais parler d'université, d'enseignement supérieur ou d'enseignement secondaire. Donc, les universités sont aujourd'hui confrontées, partout dans le monde, à un énorme problème. C'est un problème de concurrence internationale, avec tous les classements. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du classement de Shanghai, du classement du Financial Times, du Times Higher Education. Il y en a plusieurs, et ces classements tombent une fois par an, et ils sonnent le glas pour certains, et pour d'autres, c'est un soupir de soulagement. Et c'est en fait la traduction d'avoir vraisemblablement beaucoup plus de demandes, d'inscriptions, beaucoup plus d'intérêt qui est porté sur l'établissement. Le classement international est une compétition mondiale. N'oubliez pas que le classement de Shanghai, et cela s'appelle d'ailleurs bien Shanghai, a été fait par des Chinois au départ pour des Chinois. Mais maintenant, donc, il est tout à fait mondial et la France doit être, avec son premier établissement, en 42e place. C'est l'Université de Paris-Saclay qui est suivie de l'UPMC. Donc, on voit un petit peu déjà ce champ. On a des étudiants qui sont sur un territoire aussi complètement globalisé et concurrentiel. Donc, il faut pour les établissements d'enseignement supérieur pouvoir délivrer un enseignement de très haute qualité. Et là encore, on est dans une guerre incessante des labels. Donc, obtenir des labels, c'est-à-dire se mettre dans un certain moule, recruter les meilleurs professeurs, tout en ayant des frais d'inscription qui ne peuvent pas augmenter plus qu'à un certain niveau. Il ne faut pas oublier que les écoles de commerce sont payantes, certaines écoles d'ingénieurs le sont également, les universités sont quasiment gratuites, 460 € de frais d'inscription annuels, et certaines écoles d'ingénieurs également. Donc comment on fait quand on est un établissement d'enseignement supérieur et qu'on est confronté en fait à tous ces enjeux? Il y a ici quelques informations, quelques données. Donc, le budget annuel dans les pays développés qui est consacré par les gouvernements à l'enseignement, à l'éducation, est à peu près 40% du budget public. On a un taux de déperdition, donc de décrochage des étudiants qui est extrêmement élevé, 30% dans les pays développés. En France, c'est 2/5 des étudiants qui décrochent. Alors, ils vont décrocher sans rien avoir, ça c'est pour 1/5, c'est à peu près 150 000 étudiants d'une même génération, sont plutôt des lycéens là ou des collégiens.
et il y en a un second cinquième qui va décrocher juste avant d'avoir le bac. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, pour accéder à n'importe quel poste, peu ou prou, on vous demande minimum un bac plus 3, on voit que cette situation est une situation extrêmement fragilisante, à la fois pour les personnes qui sont concernées, qui n'ont pas de diplôme, mais également pour les gouvernements et la société. De la même manière, donc, on a 42% de sans-emploi, bien souvent d'ailleurs dans la cible des personnes qui n'ont pas pu terminer leurs études. Et pourtant, même si aujourd'hui, il y a par exemple en France, il y a une grande dynamique de recrutement des professeurs, des enseignants, donc il y a 10 millions d'enseignants dans le monde et il faudrait recruter 10 millions supplémentaires, notamment pour pouvoir les postes requis dans les pays en voie de développement, et je pense à l'Afrique, qui se développe à très grande vitesse actuellement. Donc, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'en 10 ans, il y a eu plus 53% d'inscriptions dans l'enseignement supérieur. Et donc, il y aura 2,5 fois plus d'étudiants d'ici à 2020. Alors, par rapport à ça, c'est très amusant, parce que chaque euro dépensé par les établissements est consacré à 70% pour la maintenance informatique. Alors, vous me direz, quand on s'appelle IBM, on doit se frotter les mains. Ben non, pas vraiment. Parce que 85% de ces ressources sont inutilisées. Or, nous pensons qu'avec les nouvelles technologies, il y a capacité à rationaliser tout ça et le rationaliser d'une manière un peu différente. Donc, changement du business model, oui, il est en cours. Il est en cours puisqu'on passe d'un enseignement traditionnel où il y avait un professeur, où il y a toujours d'ailleurs en grande partie, en grande majorité encore, un professeur, des élèves, un travail qui se fait en partie en classe et puis pour partie à la maison, le travail se faisant à la maison, se faisant ultérieurement au cours. C'est un petit peu la manière traditionnelle dont on travaille et on travaille beaucoup sur les livres. Donc, on passe, grâce à toutes les nouvelles technologies existantes, à quelque chose finalement qui va avoir la capacité à pouvoir être diffusé sur une multitude d'outils, d'outils, c'est-à-dire que ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, ça peut être une télévision, ça peut être un portable, peu importe, je veux dire, le choix du support est extrêmement large. Il va être aussi, donc, il va donner la possibilité, les nouvelles technologies vont donner la possibilité de s'interconnecter avec ses collègues, avec le monde entier, de faire des recherches, regardez Wikipédia, donc, et de pouvoir utiliser soit du cloud pour pouvoir diminuer les frais liés aux équipements informatiques des établissements, ou le business analytics pour pouvoir faire des analyses plus fines, et on le verra dans les exemples qui vont permettre donc de mieux aider les étudiants dans leur scolarité. Les signaux donc, de cette transformation qui sont en cours, eh bien évidemment, les MOOCs. Alors les MOOCs, qu'est-ce que c'est? Le MOOC, c'est un acronyme de Massive Open Online Courses. Ça s'est apparu en 2008, à l'initiative d'un professeur de Stanford. Et aujourd'hui, donc, on parle de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a 800 MOOCs. Je prends mon anti-sèche, pardonnez-moi pour ne pas dire de bêtises. Il y a une centaine d'universités qui sont connectées. Il y a 500 MOOCs aux États-Unis, 100 en Europe, au total donc 800 à peu près, donc 5 millions d'inscrits. Et sur les dernières statistiques que j'ai eues en ma possession, 16 MOOCs en France, mais on sait qu'avec l'impulsion donnée par le gouvernement, il y en aura certainement plus. Il y a là encore deux types de MOOCs. Il y a le MOOC classique, donc qui correspond peu ou prou à un plaquage du cours traditionnel. Donc on met un cours en ligne. Et puis il y a un MOOC collaboratif donc, qui s'appelle le CMOOC par rapport au XMOOC qui est le classique. Le CMOOC, c'est du collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'auto-apprentissage, que les gens co-participent donc à l'apprentissage et au développement du cours. Alors les grands de ce secteur, c'est bien évidemment Coursera, c'est le leader incontesté, Coursera. Coursera, il faut savoir que c'est une start-up
qui a réussi à lever 60 millions de funding. Coursera a déjà 400 cours en ligne. HEC et Polytechnique ont rejoint Coursera en début d'année. Donc Coursera est suivi notamment par des grands américains. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes les matières sont présentes sur les MOOC, absolument toutes. Et bizarrement, enfin moi c'est moi qui ai trouvé ça bizarre, ce sont les mathématiques qui sont le moins représentées. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur un petit truc, moi, pour vous éviter de vous lever, Daniel? C'est gentil à vous. Si je continue sur les MOOC, parce que c'est assez intéressant de voir ces statistiques, la cible à 64%, c'est des plus de 24 ans. Et 53% des personnes qui suivent un MOOC, ou qui sont, qui suivent un MOOC, sont déjà diplômées. Pour 95% de ces personnes, c'est un apprentissage de nouvelles matières, de nouveaux domaines. Et 33% seulement recherchent à obtenir une certification. Alors, quand on parle encore des MOOCs, tout à l'heure, je vous parlais de Coursera, donc une start-up. Vous avez bien évidemment IDEX, qui là est une formation universitaire, hein, puisque ça a été fait donc, au départ par des universités. Vous avez également la Khan Academy, et la Khan Academy qui, elle, est sur vraiment une niche qui est les mathématiques pour des lycéens, et tous fonctionnent vraiment très bien. La durée d'un MOOC, c'est de 3 à 19 semaines. Le temps d'investissement, c'est de 2 à 12 heures par semaine pour l'apprenti, enfin pour l'étudiant. Je ne parle pas du professeur, parce que le temps de création d'un MOOC, on le verra, est extrêmement long. Et le taux de réussite est de 6 à 10% seulement. C'est-à-dire qu'il y a un énorme décrochage en cours de route. Il y a un MOOC qui est très connu, qui est un des premiers, qui a été mis en ligne par un professeur de Stanford sur l'intelligence artificielle. Il y avait 150 000 personnes qui ont suivi ça, et puis 10 000 au bout du compte. Donc on voit, là on est sur le ratio de 10%. Alors le lien avec les emplois, Coursera toujours, qui est une start-up décidément très dynamique, finalement a fait des partenariats avec Facebook, avec Twitter, etc., de manière à faciliter la relation, la connexion avec les employeurs. Et ça réussit assez bien. Et toujours pour Coursera, qui est vraiment un modèle, ils avancent très très vite. Ils ont créé ce qu'ils appellent les ACE Credits, donc les crédits ACE en français, qui sont utilisables dans le réseau universitaire, c'est-à-dire que vous obtenez des crédits en ayant suivi des cours et en ayant été certifié, et vous pouvez les faire homologuer dans certaines universités. Donc Coursera a 4 millions d'élèves au passage. Voilà, alors pour terminer, en France, il y a 3% des établissements qui ont des cours en ligne, contre 80% aux États-Unis. Il y a un taux de décrochage des étudiants français de 2% contre 9%. Non, pas un taux de décrochage, pardon, c'est l'inverse. Il y a un taux de suiveurs jusqu'au bout, hein, de réussite de suivi de ces MOOC de 2% en France contre 9% aux États-Unis. Voilà, et puis je dirais que la France donc, lance le projet et la plateforme Fun, donc, qui va être doté de 12 millions d'euros. Donc, on parle de la création en cours de 22 MOOCs et un objectif pour le gouvernement, donc en 2017, de 20% de cours en ligne. On reparlera des MOOCs. Il y a des avantages indéniables, mais je crois personnellement qu'il y a aussi un certain nombre d'inconvénients. Alors, je vous les avais promis, qu'est-ce que donnent en fait le numérique et les technologies, les nouvelles technologies? Eh bien, en fait, on passe d'un one to many. Donc, quand on fait cours, le cours classique, il y a un professeur qui va faire le cours à un amphithéâtre ou au mieux à une classe de 20 élèves. Et le cours est identique pour l'ensemble des étudiants. Ici, nous avons, avec les nouvelles technologies, la capacité à faire un cours qui est adapté aux véritables besoins de chaque individu. Et c'est très important, notamment pour tout ce qui va concerner le décrochage.
adapté à chaque individu en fonction de son niveau, de ses attentes, de ses besoins et bien sûr du lieu où se trouve. Donc ça, c'est le don d'ubiquité des nouvelles technologies. Et bien sûr, il est sécurisé et anonymisé parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il me reste combien de temps, Daniel ? 2-3 minutes. Alors, on va aller très vite. Donc, sur ces exemples, qui sont des exemples américains. Alors, pourquoi américains? Parce qu'il y a, comme j'ai pu vous l'expliquer un petit peu avant, on a un petit temps d'avance aux États-Unis. Donc, avec ces technologies de type business analytics ou big data, donc la capacité à pouvoir agréger de multiples données cross-établissements, aussi au niveau extérieur à l'établissement et des partenaires et pouvoir en faire des analyses fines. Donc, on va pouvoir donc augmenter dans le comté d'Hamilton, dans le département de l'éducation du Tennessee qui s'est équipé de ces technologies, le taux de réussite des lycéens donc, de 8%, donc 80% des lycéens, l'équivalent, hein, vont pouvoir être diplômés. Et il y aura une diminution du taux d'abandon de 25%. Et c'est énorme hein, à chaque fois parce que, n'oubliez pas, tous ces gens qui sont en décrochage alimentent souvent le chômage de longue durée. Pour l'État, donc le département d'État de l'Alabama, là, il y a eu utilisation, par exemple, des nouvelles technologies et notamment du business analytics pour essayer d'étudier dans 1400 écoles quelles étaient les métriques qu'il fallait suivre de manière à optimiser le taux de réussite des étudiants. Et ils ont mis en place, tenez-vous bien, quand même 150 métriques. Alors heureusement qu'il y a les nouvelles technologies, parce que pour suivre 150 métriques sans les nouvelles technologies, c'est extrêmement difficile. Dans les écoles publiques donc, du comté de Mobile, en fait, là, ils étaient confrontés à donc 95 écoles concernées. Ils étaient confrontés à un taux d'abandon, d'échec scolaire extrêmement important. Et en fait, la mise en place de ces nouvelles technologies leur a permis d'essayer d'anticiper d'abord l'abandon des étudiants et de voir quelles étaient les mesures à mettre en place pour pouvoir opérer un suivi, changer les cours, l'adapter en fonction en fait, du véritable niveau des élèves et non pas de celui qui est factice et qu'on donne par exemple en troisième, en quatrième, en seconde où on doit avoir tel niveau. Voilà, et peut-être un petit dernier, non pas pour la route, mais là c'est les utilisations de technologies du type cloud computing. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un énorme gâchis en fait, de tout ce qui est outils informatiques dans les établissements d'enseignement supérieur. Et en fait, le cloud, c'est-à-dire la capacité à non pas s'équiper soi-même, donc acheter de gros logiciels, etc., de grosses infrastructures, a permis, par exemple, à l'Université d'État de North Carolina de faire des économies à hauteur de 75%, ce qui est énorme. Et ces 75%, on peut les investir pour opérer un meilleur suivi pour les étudiants. Voilà, donc un petit peu ce que j'avais à partager avec vous. Voilà.